Nous allons attaquer le plat principal aujourd'hui, anticipé pour préparer le jour d'après. Donc, ce petit webinaire que nous avons décidé avec l'association des entrepreneurs et nos partenaires qui sont aujourd'hui Patrick Roulette qui est avocat au barreau et Valérie Perrin-Terrin qui est secrétaire générale de la CPME, qui seront nos deux intervenants de la journée. On sait aujourd'hui que l'économie est sous perfusion et la question est de se préparer à l'arrêt des aides. Et on parle, et Patrick Roulette va nous parler de pré-prévention et de dire comment on se prépare, comment on appréhende, comment on connaît et comment le tribunal de commerce aujourd'hui, qui est souvent une épreuve assez redoutable à laquelle très peu de chefs d'entreprise sont préparés, il y a mille et une bonnes façons de le faire, de le comprendre, d'anticiper, de se préparer, et évidemment de jamais y aller tout seul. Patrick Roulette, je vais vous laisser la parole pour nous dégrossir un petit peu tout ce jour d'après, comment vous le voyez, comment vous le préconisez. Et Valérie, tout à l'heure, nous donnera quelques exemples vécus sur le terrain avec ses équipes de la CPM. À vous, Patrick. Merci, oui, bonjour. Donc, je suis responsable de la commission entreprise au barreau de Seine-Saint-Denis, qui est un barreau qui s'investit beaucoup dans la défense des entreprises, qui est une spécialité, une spécificité que la profession, d'une façon générale, ignorait un peu. Autant les confrères, les très gros cabinets étaient à côté des entreprises du CAC 40 et des grosses entreprises, autant les TPE, PME, qui sont quand même la base du tissu économique français, étaient un peu oubliés de la réflexion. Donc, nous nous sommes mis en ordre de bataille pour accompagner ces entreprises, car les difficultés sont là. Aujourd'hui, assez curieusement, il n'y a pas beaucoup de défaillances d'entreprises enregistrées au tribunal de commerce. 2020, c'est moins 40% de dossiers ouverts pour Bobigny. Je vous parlerai souvent de Bobigny, mais vous verrez que c'est applicable à peu près toutes les régions de France. Donc, moins 40%, tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui sont dopées au PGE. Elles ont une trésorerie qui a été alimentée de façon artificielle par les PGE, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Personne ne marge à ce niveau-là. Et donc, on a une situation, j'ai envie de dire, c'est un peu comme avec un raz-de-marée. Vous avez d'abord la mer qui se retire, donc la plage est très belle, et puis ensuite la vague arrive, le tsunami arrive et balaye tout. Et aujourd'hui, on a la mer qui s'est retirée, on a une très belle plage, et j'ai bien peur que beaucoup d'entreprises ne s'échouent sur cette plage. Donc l'idée, c'était de réfléchir collectivement sur l'anticipation, parce que c'est quelque chose que nous allons évoquer de multiples reprises. Anticiper, c'est éviter justement de se retrouver échoué sur la plage. Et ce sont ces éléments que nous allons évoquer en espérant que ça puisse vous aider et aider les entreprises si elles se trouvent face à ces difficultés. Donc, la crise sanitaire, pour beaucoup d'entreprises, j'en côtoie dans tous les secteurs, c'est la gestion au jour le jour, c'est la tête dans le guidon, c'est l'inquiétude, c'est l'attente de l'intervention gouvernementale le jeudi soir, c'est de savoir si on va être fermé ou pas le week-end qui suit. Tout ça est extrêmement difficile à gérer pour les chefs d'entreprise qui sont souvent seuls et qui sont face à cette indécision, à une trésorerie tendue, une absence de visibilité. Et puis aujourd'hui, cette inquiétude du PGE, je vous en parlais, dopé au PGE, et il est en caisse pour certains, il a été consommé pour d'autres, mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir le rembourser. Donc, le principe, c'est réfléchissons collectivement, aidons-nous collectivement, et il faut se préparer à sortir de la crise, et nécessairement, c'est l'anticipation qui va permettre, alors pas de sortir d'une façon certaine en bon état, mais en tout cas d'éviter la désespérance et la catastrophe. Alors, les clés de l'anticipation, et c'est un avocat qui le dit, c'est d'abord le travail avec l'expert comptable. C'est fondamental. Le traitement de la difficulté potentielle d'une entreprise, le traitement de l'avenir de l'entreprise passe d'abord par une visibilité et donc un travail de proximité en lien avec son expert comptable. La seule chose, et on en parle avec mes amis experts comptables, avec l'ordre, c'est qu'il faut changer de façon de voir la comptabilité. En France, on a une comptabilité a posteriori, c'est-à-dire qu'on va vous dire en juin que vous étiez mort en décembre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut regarder vers l'avant, il faut être dans les tableaux de bord, il faut être dans les prévisions. Et le travail que l'on va faire avec l'expert comptable, c'est d'anticiper sur les 6 prochains mois et pas forcément de se focaliser sur les 6 derniers mois.
C'est un travail qui n'est pas évident, ce n'est pas dans les habitudes, mais c'est fondamental. Ensuite, il faut avoir la lucidité d'identifier les difficultés. La Covid va révéler les difficultés de l'entreprise, va les cristalliser, va également les amplifier. Mais toutes les difficultés ne sont pas liées à la période Covid. C'est simplement un révélateur et souvent une loupe grossissante. Donc, ce travail que l'on va faire d'identification, il va être nécessaire pour bien savoir quel point de la société, du fonctionnement de la société nous allons traiter. Ensuite, et on revient au travail avec l'expert comptable, avec l'avocat, avec les partenaires, il faut déterminer la date prévisible d'un éventuel état de cessation des paiements. C'est-à-dire en clair quand l'élastique va casser, quand on va se retrouver face à une situation où, c'est la définition de la loi, on ne pourra pas faire face au passif exigible avec l'actif disponible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer ses dettes. Et c'est à partir du moment où on a fait ce travail d'analyse, qui est vraiment le préalable à tout, que l'on va pouvoir essayer de réfléchir et que l'on va se poser la question de la connaissance des outils de traitement des difficultés des entreprises. Mais sans analyse préalable, on risque d'utiliser trop tard ou trop mal les outils dont on va vous parler, parce que dans tous les cas, il faut garder la maîtrise du temps. Garder la maîtrise du temps, c'est avoir la possibilité de mettre en place un outil sans qu'il soit devenu obsolète. Alors, pour être informé, pour prendre conseil, pour savoir quelles sont les voies qui nous sont offertes, eh bien, il y a des dispositifs. Beaucoup reposent sur le bénévolat. Vous connaissez le CIP, qui est le Centre d'information et de prévention des difficultés d'entreprise, ou si vous ne le connaissez pas, il y a un site national. C'est un dispositif bénévole animé partout en France par à chaque fois un avocat, un expert comptable et un ancien juge au tribunal de commerce. J'en suis le secrétaire en Seine-Saint-Denis. Il va y avoir un CIP Île-de-France qui va être mis en place, mais il y en a 67, je crois, sur la France entière. Donc, c'est un dispositif qui est connu sous la dénomination des entretiens du jeudi, où bénévolement et en toute confidentialité, donc un avocat, un ancien juge et un expert comptable entendent les chefs d'entreprise sur leurs difficultés, quelles qu'elles soient. Sans contrepartie, sans obligation d'amener ses bilans, simplement pour parler. Et en parlant comme ça, on a souvent des éléments qui sortent et qui permettent d'analyser et d'orienter, sachant que ce dispositif n'a pas pour but de capter de la clientèle. Nous avons une interdiction de droit de suite, mais c'est vraiment de renseigner les gens. Ensuite, il y a APESA, qui est un dispositif spécifique de prévention des risques suicidaires chez les chefs d'entreprise, qui a été créé par Marc Bignet, qui est greffier au tribunal de commerce de Saintes, qui aujourd'hui est implanté partout en France et qui anime le numéro vert mis en place par l'État pour répondre aux angoisses et aux risques suicidaires des chefs d'entreprise. Je suis également le secrétaire d'APESA en Seine-Saint-Denis. C'est un dispositif très original dans lequel on forme des sentinelles chargées de détecter ces difficultés, ces risques, et avec l'accord du chef d'entreprise, on le met en relation avec des professionnels et on peut payer jusqu'à 5 consultations gratuites chez un psy. C'est une main tendue, c'est une oreille attentive. Dans les moments de désespoir et de désespérance de nos chefs d'entreprise, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des professionnels. Nous, on est formés pour détecter, pas pour traiter, et que ces professionnels vont les accompagner. Ensuite, vous avez les ordres des avocats et des experts comptables qui mettent en place, alors là, chacun fait un peu ce qu'il peut ou ce qu'il veut, des dispositifs de consultation. Il y a très peu de dispositifs dédiés. Nous avons la fierté en Seine-Saint-Denis d'avoir mis en place un dispositif tout à fait original, par inscription via une adresse mail, et l'avocat appelle le chef d'entreprise gratuitement. C'est, je pense, une démarche un petit peu unique, mais il faut se renseigner. Chaque ordre, que ce soit les avocats ou les experts comptables, a mis en place des dispositifs d'aide. Ensuite, vous avez les chambres de commerce et les chambres des métiers qui sont les partenaires naturels des chefs d'entreprise qui développent des dispositifs également d'écoute et de conseil. Et puis, puisque Valérie Perrin-Terrin est là pour la CPME 93, j'ai pu le vérifier, la CPME 93 a mis en place tout un dispositif d'accompagnement, d'écoute, et c'est fondamental cette notion d'écoute des chefs d'entreprise. C'est vraiment le travail de terrain qui va faire qu'on va se mettre à la disposition des gens, mais elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et pour information, parce qu'il y a toujours un monde d'après, là on parle du jour d'après, mais il y a un monde d'après parce que malheureusement, après des difficultés, quelquefois il y a la disparition d'une entreprise. Et dans ce cas-là,
il faut sortir aussi de la désespérance et de se replacer dans une perspective. Et vous avez une association tout à fait extraordinaire qui existe, qui s'appelle 60 000 rebonds, qui est constituée uniquement de chefs d'entreprise qui sont passés par la liquidation judiciaire, par la procédure collective, et qui ont rebondi, qui ont recréé quelque chose, parce qu'il n'y a pas, une liquidation judiciaire n'est pas la fin d'une vie économique et sociale. Et donc 60 000 rebonds, je pense qu'on vous donnera les références, sinon vous tapez 60 000 rebonds, vous avez les accès sur Google. C'est un dispositif qui montre qu'il y a énormément de partenaires autour du chef d'entreprise, autour du microcosme économique, parce qu'une entreprise, c'est également tous ceux qui sont autour, que ce soit avant, pendant, et on va en parler, ou après, il y a des bénévoles investis pour accompagner les entreprises. Vous n'êtes jamais seul, à condition de le savoir. Alors Patrick, on peut à ce stade-là justement faire ce petit arrêt sur l'image territoriale, hein, parce Oui. que tous les territoires se demandent toujours par quel bout prendre. Il y a beaucoup plus de ressources qu'on ne l'imagine, beaucoup plus de ressources non utilisées qui ne demandent qu'à l'être. Il faut aussi ouvrir du côté de l'entreprise les yeux sur ces organisations. C'est une fois de plus cette solitude du chef d'entreprise dont on parle, elle vient aussi en partie des fois de lui. Donc il faut aussi qu'il apprenne à regarder, à chercher, à s'ouvrir au maximum, surtout quand on est dans une période à la fois de croissance, mais aussi de difficulté. Et il y a beaucoup plus de ressources qu'on imagine. Alors, il y a des dispositifs et il y a l'image de certains territoires. Quand on prend la Seine-Saint-Denis, on ne se rend pas compte d'ailleurs à quel point elle est industrielle, organisée, structurée, innovante à côté de grosses machines. Je pense à la ville de Paris ou à d'autres. C'est-à-dire les territoires, finalement, la nature a horreur du vide et ont toujours su mettre les écosystèmes un petit peu en place. Et ça, c'est le premier signe d'espoir et d'accompagnement sur lequel chacun doit être extrêmement attentif, parce que aller au combat tout seul, ce n'est pas une façon certaine de le gagner. Donc, ne rien oublier. Et puis, créer des vocations, parce qu'il y a aussi des structures qui marchent bien, dont vous avez parlé, qui ne sont pas forcément présentes en région. Ça doit être aussi un petit appel à travers ce webinaire à dire, si ça marche ailleurs, on a des gens capables de nous aider à piloter des démarches vertueuses, eh il faut le mettre en place. Ça, c'était le petit message des entrepreneurs, dans lequel il est interdit de rester tout seul et que tout l'écosystème est à votre disposition, il faut savoir l'utiliser. Oui, et vraiment pour compléter sur l'importance des régions et la présence des dispositifs dans les régions, APESA est venu de Saintes, qui est un petit tribunal de commerce. Et Marc Bignet en a souvent parlé, il ne pouvait pas se satisfaire de voir des chefs d'entreprise en désespérance avec des suicides, alors qu'il savait, pour connaître la pratique des tribunaux de commerce, qu'on aurait pu les sauver ou qu'on pourrait les sauver. Et c'est tout seul avec un psychologue clinicien qui a monté ce dispositif, qui est aujourd'hui présent sur la France entière. Tout ne vient pas de la région parisienne, loin s'en faut. On est beaucoup plus face à des dispositifs fermés et je dirais individualistes en région parisienne qu'en région. Mais malheureusement, ces dispositifs existent dans la plupart des endroits, mais sont méconnus. Que ce soit d'ailleurs en région ou en région parisienne, ces dispositifs ne sont pas assez utilisés et on souffre parce qu'on est toujours sur des structures de bénévolat, on souffre de problèmes de communication, d'information sur l'existence des dispositifs, on fait ce que l'on peut, mais malheureusement, le chef d'entreprise qui a la tête dans le guidon, le soir, il ne va pas rechercher sur Internet s'il y a des dispositifs d'aide, parce que par principe, il pense que personne ne l'aidera. Donc, le vrai travail serait à faire au niveau des collectivités locales. C'est ce que vient faire la région Île-de-France avec la création de Smart Services, pour faire connaître l'existence des dispositifs, pour dire, vous n'êtes pas seul, allez-y, nous sommes à votre disposition. Et le pire, c'est ça, c'est de rester dans son coin parce qu'on peut louper une possibilité de s'en sortir. Donc là-dessus, effectivement, on fait beaucoup de choses dans un département comme la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui le 2e ou le 3e tribunal de commerce de France, avec le plus fort taux de création d'entreprises. Et cette nécessité d'entraide, de constat de l'importance de l'écosystème est fondamental, mais sachez-le, à peu près partout en France, il y a ces dispositifs d'aide, ils sont présents, simplement il faut les faire connaître pour les faire vivre. Alors, on va attaquer peut-être les mesures de pré-prévention, parce qu'on vous dit qu'on peut faire beaucoup de choses. Juste une Oui. petite question, pardon. Allez-y. C'est disponible à peu près partout, on l'a vu. Il faut se rapprocher de qui
Alors, le site du CIP, alors j'ai peur de bousculer l'écran. On va communiquer tous les On en parlera peut-être après. Voilà, on le mettra, oui, mais on va communiquer tous les liens voilà. dans un récapitulatif qui sera lié au replay de ça, qui permettra d'avoir tous les liens utiles, utilisables. Alors, CIP, on le trouve facilement, à PESA aussi, mais je vous garantis, pour être au milieu du fonctionnement de ces deux structures, que l'implantation régionale est vraiment très importante. Voilà. Donc, il ne faut pas… Le vrai problème, c'est totalement inconnu. Et c'est une difficulté, mais là-dessus, plus nous serons à diffuser l'information, c'est comme pour 60 000 rebonds, peu de gens savent que ça existe, plus il y aura d'informations et de communication sur ces dispositifs basés sur le bénévolat, avec des professionnels, de véritables personnes investies dans un domaine qu'elles connaissent, plus nous diffuserons cette information, plus le dispositif sera efficace. Alors, on va attaquer peut-être, parce que c'est… On dans le dur. Voilà, une nécessité, c'est on vous parle de prévention, d'outils pour s'en sortir. Et maintenant, quels outils? Le premier dont j'aime bien commencer par celui-là parce que c'est la même problématique que les CIP, APESA et dispositifs. On a une structure gérée par la Banque de France qui s'appelle la médiation du crédit, qui est quasiment inconnue de la plupart des chefs d'entreprise, alors que ça peut avoir une utilité et souvent permettre de passer un moment compliqué. La médiation du crédit, donc c'est un service gratuit via la Banque de France. Alors le crédit, vous avez en bas de mon slide l'adresse mail pour le 93, vous remplacez 93 par votre département et vous avez accès à ce même service. C'est une inscription gratuite via Internet. Et le médiateur du crédit intervient chaque fois qu'il y a une difficulté entre une entreprise et sa banque. Le truc le plus classique qui nous arrive souvent, un chef d'entreprise est en difficulté, hop, on coupe le concours bancaire. La loi implique le respect de délai dont les banques, bien évidemment, se moquent comme de l'an 40. Le médiateur du crédit intervient, remet en place la banque, lui rappelle éventuellement la loi. Ici, en Seine-Saint-Denis, ce type d'intervention, c'est 50% de réussite. C'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va garder ad vitam aeternam le concours bancaire, mais ça veut dire qu'on va peut-être avoir les 60 jours nécessaires pour retrouver un partenaire, pour se retourner ou pour éviter le rejet de chèques ou de paiements qui étaient importants. On va avoir la même intervention lorsqu'il y a un assureur crédit, pour certaines activités c'est indispensable, et que brusquement on a un rejet des engagements contractuels. Donc cette médiation du crédit, venant de la Banque de France, qui a changé complètement sa stratégie. Auparavant, il ne s'intéressait qu'aux entreprises de plus de 400 salariés. Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France a un discours extrêmement précis. Toutes les entreprises les intéressent. Et je vous encourage, chaque fois qu'il y a une difficulté, par exemple sur un PGE, un PGE qui a été rejeté, alors maintenant on est un peu en fin de combat, mais toutes les difficultés liées aux relations avec une banque, le médiateur du crédit peut intervenir. Et surtout, sous 48 heures, il vous indique si votre demande est recevable ou pas. Donc, on n'est pas en train d'attendre 15 jours de savoir s'il y aura une intervention. Très vite, 48 heures, on vous indique oui, je prends le dossier, non, je ne le prends pas. Ensuite, ça se règle rapidement. Alors, ce n'est pas toujours une réussite, mais en tout cas, il y a une prise en main. Et voilà, un outil gratuit, efficace, rapide. Dans les entreprises, on a besoin de rapidité et c'est l'agilité de l'entreprise qui va lui permettre de s'adapter aux circonstances. Dans le même état d'esprit, je les ai présentés tous les trois ensemble, c'est la CCSF, Codefi, Syrie. Donc, CCSF, c'est la commission des chefs de services financiers. Codefi, je me plante à chaque fois, mais on est sur une relation beaucoup plus importante qui va être l'assistance éventuellement à des prêts, les refinancements, et le Syrie, c'est pour les grosses entreprises, là, c'est Bercy qui gère. Pour la plupart de nos entreprises, les TPE, PME, la CCSF est un outil extraordinaire puisque cet interlocuteur unique, c'est géré par la DGFiP, par les impôts, va pouvoir gérer l'intégralité des dettes fiscales et sociales, c'est-à-dire souvent une bonne moitié des dettes de l'entreprise. Que ce soit les dettes URSSAF, la TVA, alors la TVA normalement non, mais des fois on peut y arriver, mais tout ce qui est foncier, tout ce qui est IS, impôt sur les sociétés, la CCSF instruit un dossier et peut accorder jusqu'à 3 ans
de délai pour ses dettes fiscales et sociales, et sa décision s'impose aux administrations et aux organismes concernés. C'est un dispositif qui est très souple. Pareil, on s'inscrit, donc vous avez les références pour la Seine-Saint-Denis, mais vous remplacez le 93 par votre département et vous accédez exactement au même service. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une audience, il ne s'agit pas d'une comparution, en tout cas pour ce que j'en connais moi. Le secrétaire de la CCSF instruit le dossier avec l'entreprise et ensuite le présente en commission. C'est relativement rapide, c'est très, très bien fait, mais attention, on a affaire aux impôts, donc n'y allez pas avec un tableur Excel bricolé sur le coin d'un trottoir. Donc, ça vous renvoie à ce que je disais au départ sur le travail de partenariat avec l'expert comptable. Mais là, encore plus que l'expert comptable avec l'avocat, parce qu'on va présenter à la CCSF un dossier qui va être, le constat des difficultés, donc l'identification des dettes, on en a parlé, mais surtout une présentation dynamique de l'entreprise, rendre un peu notre demande sexy, d'expliquer que oui, on est en difficulté, mais on va s'en sortir. Et pour s'en sortir, on présente ce qu'on appelle pompeusement un business plan, mais moi je préfère un prévisionnel d'exploitation et surtout une présentation de l'activité de l'entreprise avec éventuellement présentation des restructurations. Mais la CCSF a une possibilité quand même assez fabuleuse de régler en une seule démarche, plutôt que de passer son temps à essayer d'avoir des rendez-vous, une seule démarche pour régler les dettes fiscales et sociales. Dispositif gratuit, efficace, rapide. Là encore, et j'insiste, ce n'est pas une décision à 6 mois. La CCSF, le délai d'instruction, ça va être 1 mois maximum. Donc voilà, encore une fois, un outil. Oui, on dit prévisionnel d'exploitation et surtout de trésorerie, bien évidemment. Les deux vont ensemble. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on travaille vraiment main dans la main avec les experts comptables et qu'on change de pratique. Vous savez que la France s'appuie beaucoup sur le bilan, qui est une vision a posteriori et une photo un peu fanée de la réalité de l'entreprise avec des variables d'ajustement dont on sait très bien qu'elles sont des variables un peu cosmétiques, le traitement du stock, etc. Lorsqu'on est au prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, on est sur la vérité de l'exploitation. On est sur l'équation très simple, est-ce qu'à la fin du mois, je vais payer mes dettes et est-ce que je vais avoir suffisamment pour investir, pour développer mon activité. Donc ce travail que l'on aura fait déjà en amont, ça ne va pas être dans les 15 jours de l'instruction du dossier CCSF qu'il faudra le faire, ben, ce travail va vous permettre de savoir où en est l'entreprise et justement d'identifier toutes les possibilités. Si grâce à la CCSF, on peut s'en sortir, c'est magnifique. C'est un autre intérêt, mais qui est beaucoup plus technique pour ceux qui veulent passer par des procédures de sauvegarde, c'est-à-dire qui impliquent qu'il n'y ait pas d'état de cessation des paiements. Le fait d'avoir un accord, même à court terme, avec la CCSF, par exemple sur 24 mois, permet de dire je ne suis plus en état de cessation des paiements, donc j'ai accès à certains dispositifs. Ça peut être une technique pour bénéficier notamment de la sauvegarde, à supposer que ce dispositif soit utile, enfin, ou en tout cas adapté sur le... Je vous donnerai tout à l'heure mon point de vue là-dessus. Mais en tout cas, voilà, CCSF, Codefis, Siri, c'est une option, c'est un outil qui fonctionne très bien. Et vous ne pourrez pas, je vois Fabien Bernard qui nous écrit, de toute façon, vous n'aurez pas de décision favorable de la CCSF si vous n'arrivez pas avec une vision d'avenir de l'entreprise. On n'est pas là simplement pour faire un constat, on est là pour se projeter. C'est pour ça que je parlais d'éventuelles mesures de restructuration. Et ces mesures de restructuration, bien évidemment, dans votre prévisionnel d'exploitation, elles sont intégrées. Et l'idéal, c'est d'arriver avec une double présentation, la situation de l'entreprise avec le prévisionnel si on ne change rien à la structure de l'entreprise, et le même prévisionnel en intégrant des mesures de restructuration, développées, explicitées, des mesures de développement d'activité, par exemple le recours au digital. Tout ça, c'est ce que l'on devrait faire de façon systématique. Et la saisine de la CCSF va vous permettre de formaliser cette démarche qui va être une démarche de conquête, une démarche de démonstration de la viabilité de l'entreprise. Et en face, on a des gens qui sont bienveillants. Et ça, c'est également important, c'est qu'on a des interlocuteurs, alors ça va dépendre des CCSF et des personnalités, mais ceux qui siègent à la CCSF, ceux qui examinent, sont plutôt dans la bienveillance et aussi dans la volonté de sauver l'entreprise, à condition qu'elle-même fasse sa part du travail, qu'elle démontre qu'elle a des difficultés, mais que ces difficultés sont simplement conjoncturelles ou légèrement structurelles, mais qu'en tout cas,
on apporte notre réflexion pour créer un avenir à cette entreprise et pas simplement constater sa disparition. Alors maintenant, on va passer déjà dans le non gratuit. Parce que là, je vous ai parlé de dispositifs gratuits. Alors, entendons bien, quand c'est gratuit pour, comment dirais-je, pour la participation au dispositif. Malheureusement ou heureusement, parce que nous sommes également des entrepreneurs, les conseils, eux, ne sont pas gratuits. Petit conseil d'un conseil, faites faire un devis. Il y en a assez de cette opacité sur le coût des professionnels, et notamment des avocats. Les experts comptables ont fait leur mutation depuis sans doute plus longtemps que les avocats, mais il n'y a pas de honte à demander un devis à un avocat. C'est même normalement la loi. Nous ne pouvons intervenir que dans le cadre d'une convention d'honoraires. Et il est important de savoir où on va, quel va être le contenu du service. Et donc là, on est dans quelque chose de gratuit par rapport à l'accès au dispositif. Là, on arrive sur un outil qui est un outil très efficace, qui est le mandat ad hoc, où là, le principe est simple, on saisit le tribunal de commerce de son ressort, on saisit le président, et on demande à ce qu'il nomme un mandataire ad hoc, un professionnel qui est souvent un administrateur judiciaire, pour accompagner l'entreprise pardon, dans le règlement de difficultés qui ont déjà été identifiées. En clair, on va lister dans une requête des points qui sont déjà identifiés, par exemple un contentieux avec une banque, un problème particulier avec les impôts, enfin des choses qui sont, on va dire, limitées à 4-5 créanciers, et on dit qu'on a besoin d'un professionnel, pas pour faire pression, mais pour nous aider à pousser le co-contractant à aller vers une transaction. On est réellement sur un nombre limité identifié de créanciers, mais on a quand même un avantage assez extraordinaire, c'est que dans l'inconscient collectif, et c'est la réalité, le mandat ad hoc, c'est souvent la dernière démarche avant le redressement judiciaire, avant la DCP, avant la déclaration de cessation des paiements. Donc, vis-à-vis des créanciers, le discours de l'entreprise, accompagné de son conseil, c'est de dire, voilà, on sait qu'on a des difficultés, on ne va pas se leurrer, on les a identifiées. Maintenant, nous sommes appuyés par le tribunal qui a désigné un mandataire ad hoc qui nous accompagne pour rechercher une solution. Ça veut dire, un, que l'on cherche à trouver une solution, deux, que si l'on ne trouve pas de solution, nous assumerons nos responsabilités et nous effectuerons une déclaration de cessation des paiements. Et là, au lieu de gérer votre difficulté avec nous, on est encore dans une relation individuelle, on est encore dans des procédures individuelles, eh bien, vous serez dans le cadre d'une procédure collective, vous serez traité comme les autres, ou plus exactement, vous passerez après les autres, parce que nous savons tous que dans les procédures collectives, c'est d'abord l'URSSAF, les impôts, et puis après ce qui reste. Donc le mandat ad hoc, c'est vraiment l'outil de la dernière chance, mais un outil assez flexible. Ce qui est important, c'est de bien choisir son mandataire, puisque là, le président, de façon quasi générale, ça vaut partout en France, va désigner la personne dont on a demandé la désignation. Donc, ça veut dire travailler en amont, aller le voir, et comme pour la CCSF, on n'arrive pas avec un dossier que l'on construit en cours de route. On arrive avec une identification des difficultés, avec une projection sur les moyens d'en sortir. Et pour proposer une transaction et un accord aux créanciers, il faut que ça tienne la route, il faut que ça s'inscrive dans une perspective et que ça soit vérifié. Donc le mandataire ad hoc, ça va être ça. On a d'un côté le dernière chance, risque de ne plus pouvoir après gérer de façon individuelle, et puis de l'autre grande souplesse, parce que là, on est encadré par personne. L'accord que l'on va faire, c'est un accord contractuel habituel, c'est un protocole de transaction, tout est possible. Le seul point à vérifier, parce que toutes les juridictions n'ont pas la même politique, on négocie avant les honoraires du mandataire ad hoc. J'ai tendance à dire quelquefois, quand le gâteau est trop gros, on a envie de le manger, et les mandataires sont comme les autres, ils peuvent avoir faim. Donc, le principe, en tout cas en Seine-Saint-Denis, c'est lorsqu'on dépose la requête, on a la proposition d'honoraires de l'administrateur. Et si ce n'est pas le cas dans votre juridiction, vous passez un accord avec l'administrateur pour fixer, avant l'intervention de ce dernier, le coût de son intervention, parce qu'on a connu par le passé, c'était une des raisons du non-fonctionnement du mandat ad hoc, des niveaux de rémunération qui étaient absolument délirants.
Donc, excellent dispositif à surveiller et puis surtout à maîtriser en faisant le choix du mandataire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Peut-être qu'on se donnera un temps après, mais il faut que Valérie ait le temps de parler aussi, sinon je vais… Ça, c'est bien les avocats. Alors, la conciliation, on passe dans un stade un peu supérieur, puisque là, on est déjà dans des procédures devant le tribunal de commerce. Alors, ce ne sont pas des procédures publiques comme le redressement, la liquidation ou la sauvegarde. C'est un dispositif dans lequel on va demander au tribunal de commerce de nommer un conciliateur, qui très franchement est le même que le mandataire ad hoc, sauf que là, il aura une mission un peu plus précise qui va être de rechercher un accord et de le faire homologuer. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif qui, à la fin, peut donner un jugement, lieu à un jugement d'homologation opposable à tous et qui va permettre de formaliser les conditions de l'accord et de protéger également ceux qui ont fait cet accord. Ce dispositif qui a très, très bien fonctionné pendant le confinement, mais notamment au bénéfice des grosses entreprises, parce que ça leur a permis d'anticiper sur la difficulté, n'était ouvert que si l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc, je vous renvoie à ce que je disais auparavant sur la CCSF. Pour pouvoir aller en conciliation, ça pouvait être intéressant d'abord de passer par la CCSF pour obtenir un délai de 2 ans, qu'on savait ne pas pouvoir tenir, et ensuite aller en conciliation et là partir sur éventuellement un plan à 8 ans ou à 10 ans. La conciliation a été également fermée dans des délais qui ont été supprimés, ou en tout cas maintenant on peut les renouveler pendant la période de Covid. Donc ce dispositif qui quand même est réservé à de grosses entreprises est très très efficace. Et donc, il faut l'examiner. Et là encore, il faut l'examiner auparavant avec l'administrateur judiciaire qui va être choisi pour garder la maîtrise, pour que nous restions les maîtres de la procédure et que les intervenants soient des prestataires pour le compte de la réussite de l'entreprise et pas autre chose. Donc, dispositif déjà plus complexe que je déconseille fortement de mener sans l'assistance d'un avocat et d'un avocat qui connaît ces procédures, car elles ne sont quasiment pas enseignées. Si on ne les a pas pratiquées, on ne saura pas les mettre en œuvre. Alors ensuite, parce qu'on parlait de pré-prévention, et tout à l'heure, Bruno Pinard-Legris parlait de l'inquiétude du chef d'entreprise vis-à-vis du tribunal de commerce. C'est vrai que le tribunal de commerce est quand même beaucoup plus perçu comme le fossoyeur des entreprises qu'autre chose. Ça a pu être vrai, ça peut encore être vrai, mais ce n'est plus la réalité en 2021. Nous avons le tribunal de commerce qui est une structure à l'écoute des entreprises et avec un regard bienveillant et des outils extraordinaires. Le redressement judiciaire, c'est un dispositif qui va permettre d'abord de geler les dettes de l'entreprise, de suspendre toutes les procédures individuelles, par exemple une acquisition de clause résolutoire ou des choses aussi graves que ça qui entraînent la disparition de l'entreprise, qui va impliquer des contraintes de fonctionnement. On a un administrateur, on a des surcoûts, mais en bout de course, on peut obtenir, on a 1 an de période d'observation, on a 2 périodes d'observation, on peut aller jusqu'à 3, mais grosso modo 1 an, on a 1 an. Au bout d'1 an, si l'entreprise est viable, c'est le seul dispositif que je connaisse où on paye ses dettes sur 10 ans et maintenant 12 ans sans frais. Sans frais. La seule possibilité d'étaler les dettes, voire même de les retravailler, parce que l'ouverture du redressement judiciaire fait disparaître la plupart des pénalités de l'URSSAF, fait beaucoup de pénalités des impôts. C'est un dispositif qui, bien maîtrisé, là encore, peut sauver l'entreprise. Et depuis la loi Pacte, on peut choisir, ou en tout cas, on peut demander au tribunal de désigner un administrateur que l'on a, avec qui on souhaite travailler. Donc là encore, on anticipe. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais j'insiste beaucoup sur la préparation d'un redressement judiciaire. Un redressement judiciaire se prépare. C'est vraiment une tactique et une stratégie tout à fait particulière. Et grâce au redressement judiciaire, on peut sauver l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut savoir que le vrai drame en redressement judiciaire, c'est que nous, on aime bien faire de la réanimation, mais dans la plupart des cas, c'est de l'autopsie. La plupart des entreprises arrivent au tribunal, c'est trop tard, elles sont mortes, elles ne le savent pas, mais elles sont déjà mortes. Alors que si on y va à temps, on sort du redressement judiciaire. On sauve l'entreprise, on sauve les salariés, on sauve l'écosystème dont nous parlions. Donc, il faut sortir de cette aversion du tribunal de commerce pour considérer que c'est un outil et que c'est un outil composé de magistrats bénévoles. Valérie Perrin-Thérin est aujourd'hui juge au tribunal de commerce, elle est en procédure collective, c'est du bénévolat. Ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui sont là pour
aider les entreprises dans la limite de leur viabilité, mais c'est aussi notre responsabilité de dire dans certains cas que c'est mort. Patrick, c'est effectivement le moment vraiment de rappeler que dans ce redressement et dans le plan qui va avec, c'est le moment sensible de déstabilisation de l'écosystème sur un territoire. Oui. C'est-à-dire qu'on peut perdre des pièces maîtresses, on peut perdre des savoir-faire, parce qu'on perd une masse de salariés, on va peut-être perdre aussi les formations qui alimentaient justement ces emplois, ces qualifications, etc. C'est-à-dire que quand on retire certaines pièces du puzzle sur les territoires dans l'activité, on n'imagine pas à quel point il peut y avoir des désordres et des désastres même. Et je pense que c'est là aussi que, au-delà de toute la procédure qui est liée directement à l'entreprise, le territoire, les élus, les parties prenantes, les institutions, les autres entrepreneurs doivent aussi être très attentifs parce que ce qui arrive à l'un peut arriver un jour à l'autre. Et si on n'a pas compris aujourd'hui qu'on est finalement extrêmement liés, hein, y compris par la réputation même, quand c'est des grands dossiers de territoire tout entier, à ce moment-là, la résilience, les solutions qui sont proposées, la dynamique de la difficulté et de la mobilisation en dit long sur l'état finalement et la vivacité de l'écosystème et des gens qui sont en place. Donc, dans ce monde d'après, il faut se dire que dans ce qui peut arriver, il faudra avoir des attentions supplémentaires parce que c'est toujours facile de vider une bouteille, c'est beaucoup plus compliqué de la remplir quand même. Tout à fait. J'ai proposé que l'on crée un outil spécifique lié au Covid qui serait le redressement, euh, le rétablissement professionnel spécialisé, parce que la mort d'une entreprise, c'est la mort d'un savoir, c'est un désastre pour le chef d'entreprise, un désastre pour les salariés, la perte de compétences, la perte d'une histoire. Et il faudrait se poser la question collectivement de est-ce qu'on n'a pas intérêt à un moment d'effacer les dettes, mais de permettre à l'entreprise de continuer plutôt que de la dépecer et de rien en sortir. Mais fondamentalement, la procédure de redressement judiciaire intègre la notion d'écosystème parce que c'est une procédure collective. Ce n'est plus une procédure individuelle et on va intégrer tous les éléments justement de ce qui est autour de l'entreprise. Et notamment dans le cadre de l'élaboration d'un plan par poursuite d'activité, on propose, lorsqu'on a les moyens, aux créanciers, qu'on appelle chirographaires, c'est-à-dire généralement pas l'État, mais même l'État, ça doit être possible, on leur dit, voilà, soit je vous paye votre dette en 10 ans, soit je vous paye 30% de vos dettes cash. Et bien, dans la plupart des cas, quand on a cette possibilité, les partenaires le prennent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est rétablir les flux financiers, rétablir l'activité commerciale et puis essayer de récupérer un peu de trésorerie. Et si on ne se préoccupe pas des effets collatéraux de la disparition, de la difficulté d'une entreprise, on a tout faux parce que l'entreprise, de toute façon, elle n'existe que parce qu'elle a des partenaires. Et il est très intéressant de voir sur les 10 dernières années l'évolution du regard des co-contractants. Auparavant, une entreprise en redressement judiciaire, c'était la honte, c'était la fleur de lys tatouée sur l'épaule. Aujourd'hui, on a parfaitement intégré dans les relations commerciales qu'une entreprise puisse être en redressement et rester un partenaire habituel. On observe aujourd'hui des entreprises en redressement judiciaire qui bénéficient de crédits de la part de leurs fournisseurs. C'était impensable il y a 10 ans. Donc le regard a changé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce redressement judiciaire, c'est le sursaut de l'entreprise pour essayer de s'en sortir. C'est un moment compliqué, difficile, où il faut vraiment un accompagnement, mais ça veut dire qu'on essaye de s'en sortir. Et ce message-là, il est de plus en plus perçu par les partenaires comme étant un point positif. Et quand même, moi j'insiste auprès de mes clients, lorsqu'on sort d'un redressement judiciaire, lorsqu'on a un plan, eh ben, on communique là-dessus parce qu'on dit regardez, je m'en suis sorti. Et je peux vous garantir qu'une entreprise qui sort d'un redressement judiciaire, elle est beaucoup plus forte que lorsqu'elle est rentrée. Et c'est devenu maintenant un outil de communication. C'est fondamental d'expliquer que le regard a changé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que cet outil n'était pas là pour enterrer les entreprises, mais pour les sauver, à condition que chacun fasse sa part du travail. Mais restons optimistes, le redressement judiciaire n'est pas la mort de l'entreprise. Et c'est une bonne occasion de passer du solitaire au solidaire et de montrer que derrière les mots, il y a du sens, il y a de l'action et il y a aussi de la préservation de ce qui fait la force des territoires et des hommes et des femmes. Parce voilà, ils sont là aussi. Et c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, même lorsqu'il y a liquidation judiciaire. Parce que la liquidation judiciaire, quelquefois, elle est
elle est inéluctable. C'est ce que je vous disais. On pense être en réanimation, on est en autopsie parce que dès qu'on ouvre, nous on a un truc, hein, quand les dettes dépassent de plus de 50% le chiffre d'affaires annuel, c'est mort. C'est techniquement impossible d'envisager une sortie en redressement. On peut aller vers un plan de cession, mais il faut pouvoir le dire parce que si dès le départ on sait qu'on va aller vers la liquidation judiciaire, ça veut dire qu'on va mobiliser l'énergie pour penser à ce qui va suivre. Un chef d'entreprise, mais ça m'est arrivé en audience, où on liquidait une entreprise et le président disait, écoutez, bonne chance pour la suite, parce que ce n'est pas parce que l'entreprise est liquidée que le chef d'entreprise est interdit de gérer. Ce n'est pas pour autant qu'il ne pourra pas rebondir. Et c'est important que le tribunal puisse dans un même temps dire, ben voilà, c'est la liquidation judiciaire parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais bon courage, relancez-vous, allez-y, croyez dans votre avenir. Et on va pouvoir tirer parti, si on a bien travaillé sur la procédure, si on a appris à identifier les difficultés, on va se nourrir de cette expérience tout à fait extraordinaire qui est d'être allé au bout du fonctionnement de l'entreprise. On a enlevé, on n'a plus que l'os, mais on sait exactement quelle est la structure et puis on peut identifier ses propres erreurs parce qu'un chef d'entreprise peut avoir fait des erreurs, personne n'est parfait et la charge est importante. Et donc cette liquidation judiciaire, ça se travaille, il ne faut pas abandonner parce qu'il faut éviter les sanctions éventuelles, mais c'est surtout le moment au cours duquel on va pouvoir reconstruire, refaire autre chose. Et là encore, il faut être accompagné. Le problème, c'est que bien souvent, à ce moment-là, on n'a plus d'argent pour payer les conseils. Et donc là, le rôle des structures telles que les vôtres, elles sont fondamentales, comme celle de 60 000 remords, c'est de dire qu'il y a un futur après la mort d'une entreprise, parce que la mort d'une entreprise n'est pas la mort de l'entrepreneur. Et il faut toujours garder cette note d'espoir, parce que le rôle même des procédures collectives, et c'est fondamentalement différent de ce qui se passe notamment chez les anglo-saxons, c'est voilà, on va privilégier l'entreprise, on va essayer de la sauver, mais à la limite, les créanciers, ce n'est pas le problème. Et donc, le fait de constater la disparition de l'entreprise ne nous empêche pas de penser au futur du chef d'entreprise. Et donc, conclusion, et j'aurais été trop long et je m'en excuse, c'est vous n'êtes pas seul entrepreneur, vous avez une multitude de dispositifs à votre disposition animés par des bénévoles qui y croient, qui sont des professionnels, qui sont là aussi pour expliquer que ces outils sont à votre disposition, mais qu'il faudra apprendre à les dominer, il faudra apprendre à nourrir la réflexion, à nourrir le débat avec des gens qui par nature aujourd'hui sont bienveillants, mais qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut avoir cette lucidité d'aller au fond du fonctionnement de l'entreprise, déterminer si les difficultés sont structurelles ou conjoncturelles, et à partir de là, regarder devant. Quand vous marchez dans la rue, il y a des poteaux, il y a des incidents, il y a des poubelles, il y a tout ce que l'on veut. Si vous regardez derrière, vous allez vous les prendre, vous allez tomber. Si vous regardez devant, les difficultés, elles seront là, mais vous pourrez sans doute les éviter. Et à partir du moment où, avec ces collectifs, avec cette solidarité qui est indispensable, vous allez pouvoir trouver, alors ça ne sera pas le blanc, le noir, ça sera la voie du milieu, mais vous allez forcément trouver le moyen de faire le développement qui vous donnera un avenir. Ça ne sera peut-être pas celui de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, mais ça sera votre avenir en tant qu'entrepreneur, et c'est ça qui est fondamental. Travaillez, préparez, projetez-vous et surtout anticipez. Pour terminer, je vois François Pourreau qui dit le dirigeant est fiché. Il n'y a plus la cotation 0,40 en Banque de France. Je l'avais demandé à la Banque de France, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus le fichage. En revanche, c'est vrai que sur le cabis, ça peut sortir. Mais pour le vivre, le regard est différent. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les partenaires bancaires, les co-contractants savent que vous avez été en redressement ou en liquidation. Le mieux, c'est de le dire. Oui, j'étais en redressement. Oui, j'étais en liquidation. Mais regardez, je suis toujours vivant et j'ai envie de travailler avec vous. Est-ce que vous avez envie de travailler avec moi? Il faut changer notre vision. Il ne faut pas être dans la honte de ces procédures. C'est un incident. Aujourd'hui, on a pu être le meilleur manager du monde. Vous gérez une boîte de nuit, je peux vous garantir que vous êtes mort. J'ai des clients cafetiers, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je ne sais pas. Donc, il faut arrêter la culpabilité. C'est dangereux, c'est pour ça qu'APESA existe. Entourez-vous de conseils, de bienveillance, et c'est pour moi la meilleure des choses. Et je salue encore une fois le travail de personnes comme Valérie Perrin-Terrin. Moi, je l'ai vu travailler, recevoir des chefs d'entreprise. La CPME est un syndicat patronal, il y en a d'autres, je travaille aussi avec eux. Et ce qui est fondamental, c'est ça, c'est d'être à l'écoute des chefs d'entreprise, les accompagner. Ça me permet de faire la transition et
de terminer sur la partie de l'intervention de l'avocat, mais je reste à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Merci Patrick pour ces cadrages très, très opérationnels, très utiles. Effectivement, derrière, et pour compléter ce que disait François Pourreau, si c'est difficile de retrouver un banquier seul, des fois, et sur sa seule tête, il y a quand même un espoir qui naît quand on y va en groupe, avec d'autres gens, avec de recommandations, et que finalement, là encore, c'est les équipes qui tournent autour du projet et qui rétablissent un nouveau cercle de connaissances et de confiance, parce que cette confiance, elle doit exister et puis elle doit être partagée. Et avant de la partager, des fois avec le banquier, il y a beaucoup d'autres gens avec qui, sans doute, on peut le partager. Valérie, vous êtes lectrice de terrain par nature, vous avez une pêche d'enfer, vous avez un groupe formidable et vous avez plein d'expériences à nous remonter, des situations, et puis aussi vous avez, je dis surtout, un double regard puisque vous êtes aussi juge au tribunal. Donc vous êtes au four et au moulin. J'aimerais vous entendre un petit peu sur ce que nous a dit Patrick et sur ce que vous vivez dans la situation actuelle et compléter des recommandations et des bonnes pratiques. Oui, bonjour à tous. Alors, déjà sur ma partie concernant le tribunal de commerce, tout ce qu'a dit Patrick Roulette est exact. J'ai juste une chose à rajouter sur le sujet, qui est de vous dire que il est impératif d'aller en procédure collective dès l'instant que on voit qu'on va être en cessation de paiement, parce que si justement vous voulez rebondir, il ne faut pas qu'il y ait de sanctions à votre égard. Et le fait de ne pas déposer le bilan dans le délai de 45 jours, si on peut supposer que vous l'avez fait sciemment, peut-être une des sanctions qui vous donnerait une interdiction de gérer. Donc, soyez vigilants sur ce sujet. Pour le reste, effectivement, avec les multiples associations qui existent, notamment comme 60 000 rebonds, aujourd'hui, on peut rebondir après un dépôt de bilan et après une liquidation judiciaire. Je vais simplement vous donner l'exemple de la première société que nous avons mis en dépôt de bilan l'année dernière avec justement l'aide de Patrick Roulette, deux jeunes gens qui ont eu un concept extraordinaire, qui ont gagné de l'argent, qui fonctionnaient très bien. Mais compte tenu de leur activité, le Covid arrivant, c'était terminé pour eux, comme ça va l'être malheureusement pour certaines entreprises des secteurs qui sont fermés administrativement. Mais ils sont venus nous voir de manière très, très anticipée et nous avons pu les accompagner. Ils ont donc été mis en liquidation sans aucune sanction. Nous les avons bien accompagnés sur le plan psychologique parce que c'est ça la chose la plus dure. Moi, j'aurais envie de dire pour le chef d'entreprise, il existe plein d'outils, des outils techniques, il existe des spécialistes pour les mettre en œuvre, mais le chef d'entreprise, il ne faut pas oublier que le fait de devoir aller en redressement ou en liquidation judiciaire, il pense vraiment que c'est un échec, c'est son bébé, il l'a porté à bout de bras, il va devoir très probablement licencier du monde, et ça, c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Nous avons un chef d'entreprise actuellement, toujours avec M. Roulette, que nous tenons à bout de bras, alors que l'entreprise n'est pas dans des difficultés graves, mais lui, il est à la ligne, il est en burn-out, il a des idées suicidaires, et alors que l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement. Et donc, nous l'avons rencontré un bon moment, nous l'avons mis dans les mains d'Apesa, et donc, il a eu le premier rendez-vous avec le psychologue d'Apesa. On a décidé de se téléphoner toutes les semaines, de se voir à chaque fois qu'il y a besoin. Il vient simplement prendre un café. Et là, déjà, en 3 semaines, on voit le changement de ce monsieur qui commence à reprendre la pêche parce que dans le cas présent, c'était simplement, tout ça s'est déclenché par le fait qu'il a sa comptable qui a démissionné. Ça a mis une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Du coup, il ne sait plus où il en est au jour le jour. Il a un cabinet comptable externalisé, mais donc ce n'est pas la même chose. Il n'a pas ses tableaux de bord, il n'a pas sa gestion au quotidien, donc il est un peu perdu. Une histoire toute bête au niveau des salariés a mis une mauvaise ambiance. Et comme il est épuisé, il y a eu bien sûr une perte de chiffre d'affaires, mais rien d'alarmant.
Et donc, ça a pris des proportions incroyables. Et il avait envie de tout foutre en l'air, d'arrêter, alors qu'il n'y a absolument pas matière. Donc là, on a trouvé tout simplement avec justement ces groupes. Alors nous, c'est la CPME, mais j'ai envie de vous dire que ce soit la CPME, un autre syndicat professionnel, un groupe d'entrepreneurs, des associations de commerçants, peu importe, mais l'idée c'est de ne pas être seul, permet, si vous voulez, d'avoir des gens autour de vous qui vont avoir un partage d'expérience et puis qui vont avoir des idées que le chef d'entreprise n'a pas forcément. Et là, on s'est rendu compte, on lui a mis quelqu'un qui fait de l'accompagnement de dirigeants, mais sur la gestion d'entreprise, qui va l'aider à suppléer à ce qui lui manque du fait du départ de cette comptable. Et à force de réunions et de discussions, on s'est rendu compte qu'il lui faut un directeur de production qui fasse le tampon entre lui, le dirigeant, et son équipe, puisque c'est une entreprise industrielle, et les équipes qui sont dans l'atelier, pour qu'ils puissent un peu se dégager du temps, un peu se ressourcer, un peu souffler, et ne pas être absolument à tous les postes au quotidien. Valérie, justement à ce moment-là, on peut évoquer une question que nous pose Marie-Christine. N'est-ce pas aussi de la responsabilité de notre expert comptable de nous conseiller, alors qu'il est régulièrement dans les comptes de l'entreprise? C'est-à-dire que lui, on l'a un petit peu, on en a parlé, on n'en parle plus beaucoup, on parle beaucoup de tout ce qui est autour. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur son rôle, ce qu'on doit attendre de lui, peut-être même des fois lui imposer? Alors, dépend ce que vous avez convenu avec l'expert comptable. C'est tout là le problème. Moi, je vois des toutes petites structures qui ont des experts comptables qui finalement sont juste là pour faire un bilan et pas du tout pour avoir un rôle de conseil. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si vous tirez sans cesse les comptes, enfin les frais que vous réclame l'expert comptable, s'il vous dit, voilà, ma mission, elle se décompose de cette manière, mais que vous dites, ah ben c'est trop cher, mais moi, je ne veux pas tout ça, il faut aussi se mettre à la place du chef comptable. Il faut que le chef d'entreprise se mette dans la tête que l'expert comptable a un rôle important et qu'il faut en choisir un qui soit en même temps un conseil et ne pas aller sur des plateformes ou sur des experts comptables qui, quelquefois, n'en sont pas et qui ne font que de la comptabilité. Parce que vraiment, les conseils de l'expert comptable sont indispensables. Il faut le voir régulièrement, au moins une fois par trimestre, c'est vraiment le minimum du minimum. Avoir un rapport, un relationnel avec lui autant qu'avec son banquier, parce que j'insiste aussi là-dessus. Le banquier, il faut tisser une relation avec son banquier. Le banquier, c'est un fournisseur, mais pas un fournisseur comme les autres. Si régulièrement vous le voyez, vous lui expliquez ce qui se passe dans l'entreprise, qu'il y a des petits soucis, mais que voilà, ça va s'arranger, au moment où vous allez avoir besoin d'un concours, où vous allez avoir besoin de quelque chose d'un petit peu particulier, le banquier vous connaît. Et donc, il est plus à même d'aller vous défendre au niveau de son comité de direction que lorsque vous ne le voyez jamais, qu'il ne voit que vos comptes. Tout d'un coup, il voit un découvert. Tout d'un coup, il rejette un chèque. Alors que s'il vous connaît, que vous l'avez appelé en disant « Je vais avoir un souci là pendant 15 jours, il y a des chèques qui vont se représenter, mais regardez, j'attends ci, j'attends ça, j'ai des factures ou peut-être qu'on peut mettre en place de la facturage ou autre chose », le banquier va être plus bienveillant à votre égard qu'un banquier qui ne vous connaît pas. Donc, je veux dire que l'expert comptable et le banquier sont 2 personnes extrêmement importantes pour le chef d'entreprise et il faut développer un relationnel avec ces 2 professionnels pour vous accompagner dans le quotidien. Sinon, il vous arrivera des soucis liés à ça, liés au fait que ce sont des personnes qui finalement n'ont pas une connaissance de votre entreprise suffisante pour pouvoir vous accompagner. Mais oui, l'expert comptable doit avoir un rôle de conseil, ce en quoi le choix de ce dernier est vraiment extrêmement important. Oui. Valérie, sur ce point-là, il faut savoir que l'un des drames que l'on a, c'est aujourd'hui le nombre de faux experts comptables. Ce sont des experts en comptabilité en théorie, mais pas de vrais experts comptables. Donc déjà, première chose, on vérifie sur le site de l'ordre des experts comptables qu'il s'agit bien de quelqu'un d'inscrit. Ensuite, le vrai problème, c'est que dans les entreprises, l'expert comptable délègue un salarié qui fait la saisie comptable, mais l'expert comptable n'est pas présent dans l'entreprise. Et donc, il a une vision, je vous indiquais, a posteriori, c'est trop tard. Et ça, il faut le travailler. Et je m'excuse de rajouter la profession, mais le rôle de l'avocat, du conseil à ce niveau-là, va être fondamental pour faire le lien et pour changer le regard. Pour information,
Les experts comptables sont eux-mêmes en défaillance par rapport à la gestion des difficultés d'entreprise. En Île-de-France, l'ordre a mis en place un numéro vert à destination des experts comptables pour les aider, pour les renseigner, parce qu'ils ne connaissent pas ces procédures. Et c'est pareil pour les avocats. Et la vraie difficulté, c'est justement d'avoir un conseil qui ne soit pas un conseil d'opportunité, basé sur la recherche d'honoraires, mais sur un conseil pour accompagner l'entreprise, proposer des solutions. C'est un travail collectif. Mais si l'expert comptable vient simplement tous les 3 mois vous dire que ça ne va pas, ben, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Et il faut vraiment, vraiment changer le point de vue. Et puis, il faut parler entre vous, il faut conseiller des professionnels. Pour un avocat, c'est facile, on ne demande jamais est-ce que tu connais un avocat, on dit est-ce que tu connais un bon avocat. Ben, ça doit être pareil pour les experts comptables, parce que le boulot a changé et l'apport qui doit être fait au chef d'entreprise, le soutien, il est totalement différent aujourd'hui. C'est un soutien qui n'est peut-être pas au jour le jour, mais presque. Moi, je suis plutôt à dire qu'il faut faire un point par semaine, ce que fait Valérie avec ce chef d'entreprise dont elle parlait, qu'on a senti au bout du rouleau, alors qu'il a 400 000 € en trésorerie. C'est quand même dingue. Mais c'est ça la réalité. Et donc, l'expert comptable, l'avocat, le conseil, quel qu'il soit, ce doit être d'abord sur une relation humaine, bienveillante, mais lucide. On n'est pas là pour arranger les choses, on est là pour arranger la situation au long terme de l'entreprise. Donc, c'est une évolution, mais je vous le dis, les experts comptables eux-mêmes doivent se former parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été préparés à gérer ces éléments. On ne les a pas préparés à ça. La comptabilité d'engagement, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui nous permet de gérer les difficultés d'entreprise. Et Fabien Bernard, comme Marie-Christine, nous rappelle que effectivement le reclassement ou l'aménagement de la dette ne fait pas la rentabilité de l'entreprise, et qu'il faut effectivement travailler sur le modèle économique. Et l'expert comptable, il peut partir au départ sur un modèle économique qui finalement a beaucoup muté. Il ne peut pas avoir le même raisonnement s'il n'a pas l'information. Donc oui, le modèle économique, il est toujours au cœur un petit peu du système. Et que ce soit le banquier, que ce soit l'expert comptable et les partenaires en général, il ne faut pas oublier de leur dire que finalement, on n'est plus sur un bateau de 12 mètres, on est sur un sous-marin, parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut à partir du moment où on est sur la mer. Enfin, il faut que tout le monde soit au courant, parce que ça change évidemment un certain nombre de donnes, de comportements, de visions, de comparaisons, de repères, et des fois de compétences liées à ces modèles économiques. Voilà. Donc, je crois que les interlocuteurs qui sont là sont d'accord avec cette idée-là. Et merci d'avoir précisé que finalement, tous ces gens-là sont des fournisseurs, que ce soit le banquier, l'expert comptable, pas simplement des fournisseurs, mais des compétences qui doivent être adaptées au sujet. Et puis aussi des gens liés à la confiance, parce que finalement, là aussi, quand on est dans des systèmes dans lesquels on peut partager en confiance, et on parlait souvent des tiers de confiance, les choses, ça aide surtout quand on est un peu en difficulté, parce que là, on peut très vite mobiliser des gens et parler de la même chose, non seulement de l'entreprise, mais de l'impact sur les dirigeants et de ce que ça veut dire pour eux, quoi. Et en soulignant que l'expert comptable et l'avocat sont tenus au secret professionnel. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, on doit tout dire à son conseil, à son expert comptable, à son avocat. Ce n'est pas le cas avec le banquier, ce n'est pas le cas avec la CCSF. Et donc, c'est là l'importance du conseil, c'est ce secret professionnel auquel nous sommes attachés. Ce n'est pas pour être dans l'illégalité, c'est pour qu'on puisse tout se dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que si on n'a pas toutes les informations, on ne pourra pas faire le bon choix. Il faut insister sur cette importance et sur cette nécessaire confiance, d'où l'importance de ne pas aller, ce que disait Valérie, l'expert comptable en ligne, enfin, c'est juste une aberration. C'est un outil informatique déshumanisé. On a besoin d'humanité, on a besoin de solidarité, parce que c'est par la compréhension fine de la situation qu'on pourra faire le bon choix. Valérie, vous pouvez nous faire un petit zoom sur les toutes petites entreprises, parce que là aussi, Marie-Christine insiste sur le fait que plus l'entreprise est petite, et souvent plus elle délègue ce genre de choses en se concentrant sur l'essentiel de son métier. Et puis finalement, la comptabilité, les chiffres, ils sont un peu derrière. Et cette petite entreprise qui est finalement la moins préparée à tout ça, comment elle est encore un peu plus vigilante? Alors, d'abord, je voulais parler d'une chose dont je n'ai pas entendu Patrick en parler pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les personnes physiques ou les entrepreneurs individuels qui n'ont pas de salariés et qui sont en grande difficulté. Il faut savoir qu'il y a une procédure qui s'appelle le rétablissement professionnel. Alors, en temps normal, il faut avoir un actif inférieur ou égal à 5 000 €. Et actuellement, du fait des ordonnances Covid, l'actif
est monté à 15 000 €. Donc, un entrepreneur individuel qui a peu d'actifs, qui n'a pas de salariés et qui ne peut pas s'en sortir et qui a des dettes, peut aller voir le tribunal pour demander le rétablissement professionnel et l'intégralité de ces dettes seront effacées. C'est une procédure très spécifique pour les tout-petits et c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Donc ça, je voulais juste rajouter ça puisque on n'en a pas parlé pour les tout-petits. Merci, c'est très important de parler des tout-petits parce qu'il y a beaucoup plus de plus petits que de grands. Oui. Et c'est aussi les gens qui sont souvent un peu les moins fédérés, les moins réseautés, qui vivent leur truc et qui ont des influences très amateurs, des fois autour d'eux, parce qu'on a entendu dire que, et qui utilisent aussi souvent une information qui est caduque. C'est-à-dire, moi, de mon temps, il se passait ça, mais de votre temps, il se passait des choses qui ne se passent plus aujourd'hui. Et ce que vous venez de dire, Valérie, c'est essentiel, parce qu'il y a des nouveaux dispositifs, il faut toujours être sur le dernier dispositif, sur la dernière démarche et sur la bonne méthodologie pour l'utiliser. Merci de l'avoir souligné. Alors, pour les tout petits, effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'il faut se rapprocher des groupements d'entreprises, des fédérations professionnelles, pour les tout petits, il y a également les groupes de commerçants. Dans chaque ville, il y en a. Il y a les services de développement économique dans les mairies. Donc, les tout petits qui ne sont pas dans nos syndicats professionnels ou qui ne savent pas trop où aller, ça c'est la première des choses, service de développement économique de la mairie ou l'association des commerçants, puisque là, c'est aussi des gens qui sont ensemble pour lutter et pour trouver des solutions. Nous en avons beaucoup, des tout petits, la CPME, sauf que comme ils sont là depuis un certain temps, ils ont compris, et je veux dire que c'est ceux qui m'appellent le plus, parce qu'ils sont tout à fait désemparés. On a notamment dans les commerçants, les restaurateurs, les salles de sport actuellement, bon, ce sont les plus impactés, ce sont ceux qui souffrent le plus. Ce sont ceux, à mon avis, que l'on verra au tribunal les premiers. Je confirme ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, que pour le moment, nous avons très peu de gens qui viennent au tribunal pour déposer le bilan. Il n'y a pas d'assignation. Il faut savoir que normalement, les dépôts de bilan sont très souvent à l'initiative des assignations de l'URSSAF, du Trésor ou des bailleurs qui vont donc demander la rupture du bail. Avec les ordonnances Covid, sur ce point-là, tout au moins, vous êtes tranquille jusqu'au mois de juin, puisque on ne peut pas assigner pour ces motifs-là, hein, pour le moment. Donc, il y a encore quelques mois. Mais derrière, quand les vannes vont s'ouvrir et quand les commerces et les entreprises vont rouvrir, donc je pense que là, on aura une arrivée de ces assignations au tribunal que je crains beaucoup. Par contre, pour redémarrer justement, nous faisons régulièrement donc des réunions ici en présence de 10 chefs d'entreprise maximum pour respecter la distanciation et les mesures sanitaires, mais nous les faisons en présentiel parce que c'est vrai que les visios, c'est quelque chose qui a révolutionné, qui est très pratique, mais ça ne remplace pas le présentiel, surtout lorsque le chef d'entreprise ne va pas très bien, qu'il se pose plein de questions, il a besoin de voir d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que nous faisons ça. Nous l'appelons Déconfine by CPME 93 et nous apprenons plein de choses. Il y a à chaque fois un professionnel, soit un avocat, soit un administrateur judiciaire, soit un expert comptable pour justement pouvoir parler des solutions techniques, mais pas que, parce que souvent, on s'est rendu compte, notamment sur les tout-petits, que c'est le business model qu'il va falloir changer parce qu'ils ont une activité qui, même lorsque les choses vont redémarrer, ne fonctionnera pas ou tout de suite, ou en tout cas dans les conditions dans lesquelles nous étions avant ces confinements, et que donc, il faut apprendre à se réinventer. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de formations sur le numérique. Il faut savoir qu'il y a un chèque numérique sur le site du gouvernement qui concerne toutes les mesures de la relance. Je vous invite à aller sur le site du gouvernement pour voir toutes les mesures du plan de relance. Il y en a pour les tout petits, il y en a pour les moyens, il y en a pour les plus gros. Il y a des aides aussi pour le bail, pour les tout petits commerçants, par exemple. Donc, ce site est vraiment important. Il faut le consulter régulièrement puisque le gouvernement a mis quand même beaucoup de choses en œuvre relatives au plan de relance. Et puis, ne pas hésiter à appeler, mais partout. Alors, c'est vrai que sur Internet, on trouve tout et son contraire, donc c'est un peu plus compliqué. Mais les associations, quelles qu'elles soient,
sont plus à même, elles sont au fait de la formation. Alors nous, CPME, nous sommes un syndicat professionnel patronal. Nos instances nationales sont auprès du gouvernement toutes les semaines. Nous sommes en lien avec toutes les institutions. Dès qu'un texte va être voté, c'est-à-dire qu'avant même qu'il soit voté, de l'instant qu'il est décidé, on en a l'annonce. Alors, avant, je le mettais tout de suite en ligne, maintenant non, parce que en fait, les gens pensent que c'est tout de suite, mais tant que les textes ne sont pas parus, c'est ce qui m'embête un peu avec le gouvernement. Ils vous font des annonces à la télévision, donc tout le monde nous appelle le lendemain. Oh, super, il y a ça, sauf qu'il faut le temps que le texte paraisse. Donc, il y a toujours un petit décalage. Mais le fait de le savoir, c'est quand même déjà une bonne nouvelle qui permet d'anticiper. Et je vais conclure avec les propos de Patrick, hein, qui sont surtout le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne restez pas seul. Allez voir qui vous voulez, les syndicats, les associations, les groupements, peu importe lesquels, celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, parce que c'est là que vous aurez des réponses à vos questions, c'est là que vous aurez des professionnels qui vont pouvoir vous aider, et gracieusement, parce qu'il existe des tas d'associations qui aident gratuitement, vraiment. Et ensuite, par contre, s'il faut envisager des mesures, on est toujours à temps après d'aller payer le professionnel qui va bien, mais au moins de savoir dans quelle direction il faut aller. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette très belle intervention assez complète sur le générique, sur le très grand, sur le très petit et sur le très collectif. Je crois qu'on peut arrêter ce petit webinaire sur cette idée-là, et en disant aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant cette période-là. Il faut aussi le prendre en compte. On est aussi en force de proposition et en force d'action collective, les territoires, les entreprises, les parties prenantes, les institutions. C'est le moment encore d'améliorer le modèle, et ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis permet de dire: regardez autour de vous qu'est-ce qui existe en équivalence et qu'est-ce qui pourrait, si ce n'est pas là, naître ou se développer. On fera dans le replay de ce webinaire un complément à partir des liens dont on a parlé, et notamment sur le 60 000 rebonds qui permet d'aller un petit peu plus loin. C'est jamais perdu, il ne faut surtout pas perdre l'envie et l'esprit de l'entreprise. Merci donc à vous deux, merci aux participants pour leurs questions et leur petite interactivité, et à très bientôt sur un prochain webinaire de l'Association des entrepreneurs et de ses partenaires. À bientôt et merci. Merci, au revoir. Beaucoup. Merci, au revoir.